Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 septembre 2025 et notre cher ami Leth Marouf est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Leth. Ravi d'être avec vous, Nima. Merci. Leth, tu es allé filmer et préparer des vidéos et des images de ce qui se passe dans le sud du Liban. Quel était l'objectif principal de cela? Qu'est-ce que tu fais et où vas-tu publier ce contenu? Je suppose que tu vas les publier sur Free Palestine TV. Vas-y, parle-nous-en. Oui, nous voulions réaliser des documentaires sur les nouveaux postes d'occupation, les zones dans lesquelles les Israéliens se sont étendus au Liban. Vous savez, il y a 5 nouveaux postes qui empiètent sur le territoire libanais, et ce sont les postes déclarés. Mais il y a aussi 12 points qui étaient occupés avant le début de la guerre en 2023, que le Hezbollah essayait de libérer auparavant. Donc c'est beaucoup de travail. Nous avons dû, bien sûr, nous rendre dans des zones dangereuses, dans les villages de la ligne de front. Et nous ne pouvions pas tout filmer en une seule journée. Aujourd'hui, nous avons donc filmé les villages de la ligne de front et ces nouveaux postes israéliens, depuis Nakura, sur la côte, jusqu'à Haït-Ashab, qui se trouve à peu près à mi-chemin le long de la frontière avec la Palestine occupée. Et vous savez, nous sommes entrés dans certains villages où nous n'étions jamais allés auparavant pendant cette guerre. Cette fois, nous avons obtenu des autorisations pour y entrer et nous étions accompagnés d'un correspondant, un correspondant de guerre pour la chaîne Al-Manar, qui nous a aidés à expliquer les choses. L'ampleur de la destruction que nous avons vue dans ces villages, je veux dire, on pourrait penser qu'on finirait par s'y habituer. Après avoir vu tous les autres villages où nous sommes déjà allés. Mais il est maintenant évident que les Israéliens, soutenus par les Américains, essayent de vider les villages situés sur la ligne de front. Il y a quelques mois, il y avait encore des habitants dans ces villages, mais les Israéliens continuent de les attaquer. Et le gouvernement libanais ne fait pas son travail, ni en reconstruisant l'électricité ou l'infrastructure de l'eau, ni même en assurant la défense militaire de ces populations. L'armée libanaise reste à l'écart de ces villages. Nous n'avons vu aucun poste libanais à l'intérieur des villages. Ils sont tous à l'extérieur. Il est donc clair qu'ils ont presque abandonné ces villages aux Israéliens. La situation est donc assez tendue. Espérons que la première partie du documentaire, il y en aura 2 pour ne pas submerger le public, sortira dans les prochains jours. Sur le chemin du retour, alors que nous roulions, il y a eu une attaque près de nous, à mi-chemin entre Sour et Saïda, dans le sud, sur la côte. Et nous sommes allés sur les lieux de l'attaque. Il s'agissait d'une attaque menée par un avion de chasse avec d'énormes missiles, ce qui n'était pas arrivé depuis le cessez-le-feu, entre guillemets. Nous sommes donc arrivés sur place. C'est une zone industrielle et il y a beaucoup d'ateliers, comme des menuisiers, des métallurgistes, etc. L'explosion a été si puissante que des morceaux de ces bâtiments ont été projetés jusqu'à la route, en haut de la colline, d'où nous filmions. En nous promenant, il y avait beaucoup de tôles, comme des toitures, sur le bord de la route. Puis nous avons remarqué qu'il y avait un homme dessous, et c'était un martyr. Il avait été projeté à environ 600 mètres du lieu de l'explosion. Un ouvrier dans l'un de ces magasins a été tué et il y a eu 2 civils blessés. Les villageois étaient très en colère. On voyait bien qu'ils étaient vraiment bouleversés par ce qui s'était passé. Nous en avons interviewé certains. Nous avions with them. Le langage qu'ils utilisaient était, je pense, au-delà de tout ce que nous avions entendu en 2 ans de la part des gens sur le terrain. Les gens exprimaient ouvertement leur colère contre le gouvernement et l'armée pour les avoir laissés tomber et disaient qu'ils ne rendraient pas leurs armes
et qu'ils défendraient leurs terres, que ce soit contre le gouvernement libanais et l'armée libanaise, ou contre les Israéliens et les Américains. Ce sont des sentiments très forts que nous n'avions jamais entendus auparavant. Vous savez, c'était une très longue journée, 12 heures de travail sur le terrain. Tous ces reportages que nous avons enregistrés seront publiés sur notre site web, Free Palestine, en vidéo. Les gens peuvent nous retrouver sur tous les réseaux sociaux à Free Palestine TV, sur YouTube, Rumble X et Instagram. Nous espérons pouvoir transmettre les paroles des habitants au reste du monde, ainsi que les images de la réalité. Je pense que la plupart des gens ne comprennent pas à quel point le sud du Liban est détruit, les villages en première ligne. Ce sont des scènes dignes de Gaza, et c'est accessible pour ceux qui veulent venir. C'est vraiment décevant de voir comment les médias internationaux disent « Oh, nous ne pouvons pas couvrir ce qui se passe à Gaza parce que les Israéliens ne nous laissent pas faire. » Mais en réalité, ils ont accès au Liban et au sud du Liban, et ils ne viennent pas de toute façon. C'est une excuse quand ils disent qu'ils ne peuvent pas entrer à Gaza parce qu'Israël ne les y autorise pas. Moi, en tant que journaliste ici au Liban, Israël n'est pas, j'ai pas besoin de la permission d'Israël pour aller où je veux. En fait, j'ai fini en prison pendant 3 jours ici au Liban parce que je me fichais de savoir si le gouvernement libanais voulait me donner une autorisation ou non pour y aller, parce que c'est mon devoir. Je dois aller montrer au public, au monde, ce qui se passe sur le terrain. Et si le gouvernement libanais veut me donner l'autorisation ou non, cela ne devrait pas m'arrêter. Ainsi, les journalistes internationaux pourraient entrer à Gaza, que cela plaise ou non aux Israéliens, s'ils connaissent réellement leurs devoirs et sont honnêtes quant à ce qu'ils font, et non pas simplement pour l'argent, la célébrité ou un poste à la BBC ou à l'Associated Press. S'ils croient vraiment au message du journalisme et du reportage, qui est d'être le représentant du public, et d'apporter la vérité et la réalité à ceux qui ne peuvent pas se rendre sur le terrain comme nous le faisons. Oui, j'espère que notre travail contribue à une meilleure compréhension du public dans le monde. Laith, hier ou avant-hier, le Hezbollah a informé les autorités libanaises que si les positions hostiles actuelles à l'encontre du parti se maintiennent, cela aura un effet négatif sur la coopération du parti concernant la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu. Quelle est la nature de la communication qui a lieu entre les deux, le gouvernement et le Hezbollah? Et pourquoi le Hezbollah ressent-il cela? Eh bien, le Hezbollah compte 2 ministres au sein du gouvernement, et son allié immédiat, le mouvement Amal, en a 2 autres. Il y a également d'autres ministres qui font partie du bloc soutenant la résistance. Ils ont donc un accès direct à ce qui se passe au sein du gouvernement. L'armée, qui est censée planifier l'action de désarmement du Hezbollah ou d'autres groupes de résistance dans le pays. Au sein de l'armée, il est certain qu'au moins 40% des généraux sont chiites. Par conséquent, bien sûr, le Hezbollah sait ce qui se passe à l'intérieur de l'armée. Sachant cela, c'est pour cette raison que le Hezbollah fait une telle déclaration, parce qu'il sait que l'armée ne s'opposera pas au Hezbollah, qu'elle ne prendra pas les armes contre des citoyens libanais. Étant donné qu'il existe désormais une coalition de soutien à la résistance encore plus large, puisqu'il y a 2 semaines, un nouveau front a été organisé avec le Parti social-nationaliste syrien, d'autres partis patriotiques arabes et des mouvements locaux de libération libanais, tous formant un front avec le Hezbollah et Amal. Il est clair que le Hezbollah connaît le sentiment largement répandu au Liban. Non seulement après avoir été témoin du génocide à Gaza,
ou de la destruction massive de villages chrétiens, druzes, sunnites et chiites, pas seulement des quartiers chiites, et aussi après avoir vu le génocide des minorités en Syrie aux mains du HTS et des escadrons de la mort wahhabites, il n'y a aucune chance que le public libanais, plus de 85%, voire 90%, soutienne le désarmement du Hezbollah. Tous ces éléments ont donné à la position du Hezbollah une colonne vertébrale, une force qui lui permet de s'adresser au gouvernement avec plus d'assurance et d'être certain de l'emporter dans toute confrontation avec ce gouvernement, qui n'a désormais plus de force militaire pour mettre en œuvre ses objectifs. Des objectifs élaborés à Washington et Tel Aviv. La rue au Liban se soulèvera si une telle situation est imposée ou même tentée par le gouvernement. Ainsi, la déclaration du Hezbollah établit désormais une nouvelle norme quant à la direction que prennent les choses. Le fait que le Hezbollah est également menacé de mettre fin à la coordination au sud du fleuve Litani avec l'armée et le gouvernement signifie que le Hezbollah menace de reprendre pleinement ses activités militaires au sud du Litani si le gouvernement va à l'encontre de la volonté du peuple et de celle de l'armée elle-même, qui, à ce moment précis, est incapable de défendre le pays. Laith, politiquement, quelle est la situation du Hezbollah et comment exerce-t-il une influence en politique? Je ne parle pas de l'aspect militaire. Oui, ils ont l'avantage sur le plan politique. Nous avons entendu Nabih Berri, le président du parti Amal, qui est également le président ou le président de l'Assemblée nationale. Dans une déclaration, il a affirmé que la ligne rouge était l'accord de Taïf. Et l'accord de Taïf, si nos téléspectateurs ne savent pas ce que c'est, est l'accord signé par tous les partis politiques au Liban à la fin de la guerre civile en 1990, avec les garanties, à l'époque, du gouvernement syrien et du royaume saoudien. Une partie de cet accord stipule que toute décision d'importance nationale doit être prise par consensus entre les différentes confessions du pays. Ainsi, le Hezbollah et Amal représentent au moins 40% de la population, et c'est l'estimation la plus basse de ce qu'est la population chiite au Liban. Ainsi, tenter de prendre des décisions dans l'intérêt national qui orienteraient le pays sans le consensus de cette communauté serait inconstitutionnel pour le gouvernement. Par ailleurs, si le Hezbollah, Amal et leurs alliés retirent leurs ministres du gouvernement comme première étape en ne participant pas aux séances, comme c'est le cas actuellement, cela signifie que le gouvernement ne peut pas convoquer de réunion du cabinet avec le quorum requis, qui est de 51% de présence. Les 2/3 du cabinet doivent être présents pour tout vote concernant la sécurité nationale. Il n'y aura donc aucun vote et le gouvernement sera paralysé. Chaque ministère deviendra alors une île autonome, prenant ses propres décisions sans l'intervention du Premier ministre. C'est donc clairement le début de l'effondrement du gouvernement de Nawaf Salam. La prochaine étape, si cela continue, sera la démission des ministres, ce qui entraînera l'effondrement définitif du gouvernement de Nawaf Salam, et nous nous retrouverons à nouveau dans un vide sans Premier ministre en fonction. Ensuite, les choses reviendront aux 2 autres postes présidentiels. Le président du Parlement, Nabih Berri, et le président du pays, le général Joseph Aoun. Cela signifie que la véritable force motrice derrière le plan américain et israélien, Nawaf Salam, sera écartée, et il est impossible que Joseph Aoun, qui est général, ex-général et représentant de la communauté chrétienne dans cette trilogie, puisque les 3 postes doivent être attribués par confession, prenne la relève. Le président est chrétien, le premier ministre est sunnite et le président de l'Assemblée est chiite. Ce triangle du pouvoir. De plus, Joseph Aoun vient du sud
et son propre village, un village chrétien du sud, a été attaqué. Tout cela garantit que si le gouvernement de Nawaf Salam s'effondre, tout le processus mis en place par les Américains pour aboutir au désarmement du Hezbollah va s'effondrer aussi. Et alors, nous verrons ce qui se passera. Je pense même que le Hezbollah a déjà un plan pour remplacer Nawaf Salam. Laith, l'un des événements importants qui se sont produits ces derniers jours est l'attaque contre le Yémen. Les Israéliens ont attaqué l'ensemble, le Premier ministre, ainsi que les membres du cabinet. Ils ont été assassinés par les Israéliens. Quelle est l'importance de cela en termes de complications pour ce que font les Houthis? Y avait-il une quelconque stratégie derrière cet acte? Was there any sort of strategic mindset behind it? Vous savez, écoutez, c'est la première fois que les Israéliens tuent ouvertement un représentant gouvernemental d'un tel rang et d'une telle envergure. On peut peut-être soutenir, bien sûr, qu'ils ont assassiné le président Raïssi d'Iran, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ici, ils se vantent de l'assassinat du président, du premier ministre du pays et de ses ministres civils. Il s'agissait d'une réunion de cabinet prévue régulièrement dans les bureaux officiels du Premier ministre, avec les ministres civils, le ministre de la Justice, le ministre de l'Éducation, le ministre de... Vous savez, aucun d'entre eux n'est du calibre d'un ministre du cabinet de sécurité. Il n'y avait ni le ministre de la Défense, ni le ministre du Renseignement, ni quoi que ce soit de ce genre. Et il n'y avait aucun général ou personnel militaire dans la salle. Donc ce n'était pas un grand succès. D'abord parce que c'est une réunion ouverte dont tout le monde est au courant. Et cela nous emmène sur un nouveau terrain. Vous savez, nous avons observé ces 2 dernières années l'effondrement des mécanismes du droit international et des mécanismes des Nations Unies créés après la Seconde Guerre mondiale. C'en est un autre exemple. Cela signifie désormais qu'il devient normal pour des pays d'assassiner les dirigeants d'autres pays. Et donc, je m'attends bien sûr, et c'est ce qui se passe en ce moment, à ce que le Yémen riposte de la même manière. L'autre point à noter, qui montre clairement que cela n'affectera pas les capacités du Yémen, c'est qu'encore une fois, aucun des tués dans cette pièce, aucun des martyrs, ne faisait partie des structures militaires ou sécuritaires du pays. Et le Yémen a déjà commencé sa riposte. Il a déclaré qu'il ciblerait le Premier ministre israélien Netanyahou et les membres de son cabinet. Il ciblera également les bureaux officiels du gouvernement, et c'est ce qu'il a fait. Ils ont tiré plusieurs missiles hypersoniques à tête multiple, et ils ont frappé le ministère de la Défense des sionistes, le commandement général de l'armée israélienne, ainsi que les résidences officielles du président et du Premier ministre. Pas celles où ils se trouvent actuellement, mais celles qui sont officiellement déclarées. Cela montre donc que le Yémen est désormais capable de faire cela. Et les Israéliens, en raison de leurs échecs militaires, on voit ce schéma se répéter avec Israël. Lorsqu'elle échoue militairement, ce qu'elle fait, c'est cibler des victimes faciles, qui ont un grand impact médiatique, une fois l'assassinat commis, comme cela s'est produit dans ce cas avec le Premier ministre du Yémen. Donc lorsque nous nous demandons si les Israéliens sont capables de faire plus que ce qu'ils ont déjà fait au cours des 2 dernières années, est-ce que les capacités du Yémen diminuent? Non. Nous voyons que les capacités du Yémen augmentent. Cela va donc en réalité se retourner contre Israël, tout comme les attaques contre le réseau électrique et les ports du Yémen se retournent contre eux. Nous voyons maintenant que le Yémen veut cibler les ports de la Méditerranée. Nous voyons aussi que le Yémen cible de plus en plus de navires israéliens.
Même à l'extrémité nord de la mer Rouge, c'est ce qui s'est passé. Ce sont des navires israéliens qui vont du canal de Suez pour commercer avec les Saoudiens d'ailleurs. Un navire israélien qui se trouvait dans le port de Yanbu en Arabie Saoudite. Même chose, en gros. Yanbu est l'endroit où le pétrole saoudien est exporté vers la mer Rouge. Et ce navire israélien, appartenant à l'Israélien le plus riche, était chargé de pétrole saoudien, en route vers la colonie près du canal de Suez lorsqu'il a été touché. C'est très pertinent, car cela montre qu'il ne s'agit pas seulement d'un avertissement aux Israéliens. C'est en réalité un avertissement aux Saoudiens, qui continuent de financer et de fournir du pétrole et du gaz aux Israéliens tout au long de ce génocide et de ces guerres. En fait, nous avons appris dans les actualités que les Houthis ont attaqué, que les Yéménites ont attaqué les pétroliers, des pétroliers israéliens. Et aujourd'hui, nous avons appris qu'ils utilisent de nouveaux missiles avancés et des missiles hypersoniques en même temps. Et ils ont également tiré un missile balistique. Je ne vois pas le Yémen simplement reculer dans ce qu'ils font. Comment voyez-vous la situation au Moyen-Orient? Nous avons vu des manifestations à Bahreïn, des gens qui sortent contre Israël, qui protestent. Pensez-vous que cela pourrait être contagieux, que cela pourrait d'une certaine manière s'étendre au Moyen-Orient? Vous savez, le peuple de Bahreïn est très noble. Il vit sous l'oppression depuis aussi longtemps que les Palestiniens. La famille royale, soi-disant de Bahreïn, a été importée d'Arabie Saoudite et imposée au peuple autochtone par l'occupation britannique, qui a créé la fiction de Bahreïn dans les années 1970. Cela n'existait pas auparavant. C'était une île avec 40 000 habitants autochtones. Imaginez cela, avec l'une des plus grandes réserves de gaz et de pétrole au monde. Et elle a été découpée parce qu'il y avait toutes ces révoltes arabes dans les années 1940, 1950, 1960 et 1970 à travers le monde arabe, et pour donner l'impression que l'occupation britannique s'en allait. Ainsi, voir le peuple bahreïni, après 80 ans de cela, continuer à descendre dans la rue, cela fait honte à beaucoup d'autres nations arabes, qui vivent également sous des conditions terribles d'oppression, sous des élites collaboratrices et des présidents nommés comme Sisi, et ce qui se passe au Yémen, et tous ces rois et reines désignés par l'Occident. Donc, Bahreïn est toujours une source d'inspiration pour beaucoup de gens dans la région à cause de ces conditions. Bahreïn est aussi occupé. Il abrite la plus grande base navale américaine d'Asie et d'Afrique. Ainsi, c'est un honneur pour les Bahreïnis, malgré toutes ces conditions, de continuer à manifester. La région est au bord du gouffre, car comme nous le voyons, le génocide se poursuit à Gaza. Comme nous le voyons, les Israéliens sont incapables d'atteindre aucun de leurs objectifs militaires. Ils ont échoué dans chaque aspect de cette guerre depuis le 7 octobre et ils n'ont encore vaincu aucun ennemi. Ce qui se passe, c'est que cela augmente la possibilité que les Israéliens fassent à nouveau quelque chose de radical dans l'espoir de revendiquer une victoire, ce qui signifie qu'un autre front pourrait être rouvert. Soit il y aura une attaque contre le Liban, ce qui me semble le scénario le plus probable, la possibilité la plus élevée étant une reprise de la guerre au Liban. Surtout avec les propos de Barak, Lindsey Graham et Trump sur la prise d'une bande de 8 km de profondeur au sud du Liban pour en faire une zone de villégiature et industrielle. Il est donc tout à fait possible que nous soyons de nouveau en guerre très bientôt, peut-être même avant la fin du mois. Il y a une très grande possibilité qu'à la fin septembre, nous soyons déjà en guerre au Liban. Il y a une plus faible possibilité
d'une reprise des hostilités avec l'Iran, et je pense que cette possibilité est bien moindre car le coût a été très élevé pour les Israéliens. Les Américains ont fait de leur mieux la dernière fois pour venir en aide aux Israéliens lorsqu'ils étaient en difficulté. Et je ne pense pas que les États-Unis puissent se permettre de refaire cela et de défendre les sionistes dans une guerre contre l'Iran. Cette fois, l'Iran ne ripostera pas de la même manière. Et ce sera beaucoup plus douloureux pour les Israéliens s'ils le font. Donc, la plus grande probabilité est une reprise de la guerre avec le Liban, car les Israéliens échoueront lamentablement à Gaza. Au-delà du génocide, ils n'atteindront pas suffisamment leurs objectifs militaires. Laith, en ce qui concerne l'autorité palestinienne, quel est le problème? Parce qu'ils ont, d'une certaine manière, aidé les Israéliens, coopéré avec eux. Et en ce moment, on voit qu'aux États-Unis, ils parlent de ne pas leur délivrer de visa. Et aujourd'hui, nous avons appris que le ministre israélien de la Défense, Katz, a ordonné à l'armée israélienne de préparer un plan militaire contre l'autorité palestinienne. Que se passe-t-il en Cisjordanie pour que même ces personnes soient désormais perçues comme une menace pour Israël? Vous voyez, c'est toujours ce qui arrive à l'esclave de maison quand il n'y a plus d'esclaves des champs à battre, n'est-ce pas? Le seul rôle de l'esclave de maison est de maintenir l'esclave des champs sous contrôle. Quand le maître dit que l'esclave des champs est mauvais, va le battre, il le bat pour lui, d'accord? Ne lui donne pas à manger, il ne lui donne pas à manger. Donc, une fois que vous avez tué tous les esclaves des champs, c'est-à-dire comme cela s'est produit au cours des 23 derniers mois, des centaines de membres de la résistance palestinienne ont été tués en Cisjordanie, une destruction massive dans tous les camps de réfugiés en dehors des principales villes comme Jénine, Tulkarem, Bethléem et tous les autres. Donc à ce moment-là, les Israéliens voient qu'il n'y a pratiquement plus de résistance en Cisjordanie. Alors, pourquoi ont-ils besoin de l'autorité palestinienne, dont le rôle était d'espionner la résistance en Cisjordanie et de la dénoncer aux Israéliens pour qu'ils les tuent? Il n'en reste plus. C'est donc la fin du mouvement des esclaves de maison. Mahmoud Abbas, parce qu'il est tellement stupide, même en tant que collaborateur avec les sionistes, il est tellement stupide qu'il les a aidés à se débarrasser de tous leurs ennemis en Cisjordanie, n'a pas compris que cela signifiait sa propre fin. Il n'a plus aucun service à rendre. Il y a une réoccupation de chaque ville palestinienne en Cisjordanie. Des milliers et des milliers d'arbres sont déracinés chaque jour. Des villages entiers ont été dépeuplés. On parle maintenant de près de 26 villages qui ont été totalement dépeuplés en Cisjordanie. Il n'y a donc plus besoin de l'autorité palestinienne, ni de ses forces de sécurité, formées par les Américains et les Israéliens, pour faire le travail. Leur mission est terminée. On n'a plus besoin d'eux. Ils ne devraient même pas exister dans l'esprit des Israéliens. Ceux-ci gaspillent simplement de l'argent avec eux. C'est la même chose que ce qui s'est passé lorsque Mahmoud Abbas et sa clique ont tenté de se rendre à l'Assemblée générale des Nations unies, qui a lieu en septembre, et que Trump a échoué en leur interdisant d'obtenir des visas pour entrer, ce qui constitue d'ailleurs une violation de la Charte des Nations unies. En tant que pays hôte des Nations unies, il ne peut pas empêcher les dirigeants de venir à l'Assemblée générale. Et cela montre aussi la différence de calibre entre Mahmoud Abbas et le défunt martyr Arafat, qui lorsqu'il avait été empêché par les États-Unis d'entrer à New York pour l'Assemblée générale, avait vu l'Assemblée générale des Nations unies voter le transfert de sa session à Vienne afin de l'accueillir là-bas, car les États-Unis violaient la Charte des Nations unies. Aujourd'hui, personne ne vient en aide à Mahmoud Abbas. Même ses soutiens et ceux qui dépensent de l'argent pour lui, les Saoudiens et d'autres,
ne poussent pas l'ONU à déplacer son assemblée générale ailleurs, ni ne font pression sur les États-Unis pour permettre à Mahmoud Abbas de venir à New York. Donc, c'est prévisible. La fin d'un collaborateur est toujours l'humiliation par son maître. Nous avons eu des responsables israéliens qui ont dévoilé un plan visant à annexer 82% de la Cisjordanie. Et la réaction venant des Émirats arabes unis est assez étonnante. Ils disent que si Israël va dans cette direction, le plan d'annexion constitue une ligne rouge pour les accords d'Abraham. Que sont les accords d'Abraham? Parlent-ils en coulisses des accords d'Abraham alors que nous assistons au génocide à Gaza? Oui, clairement. Vous savez, il est important de faire la différence entre les discours destinés au grand public de la part de ces régimes marionnettes. Émirats, Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Turquie, Jordanie et même l'Égypte, et la réalité de leurs actions. Il existe une marge d'indépendance dans les discours que les sionistes et auparavant les Américains, Britanniques et Français ont accordés à ces régimes. Allez-y, prétendez être en colère contre les tueries ou l'annexion de terres, mais à huis clos, ils concluent tous les accords commerciaux. Israël n'existerait pas aujourd'hui si les Émirats, les Saoudiens et les Jordaniens n'avaient pas fourni la route d'approvisionnement pour remplacer la mer Rouge qu'ils offrent aux Israéliens depuis que le Yémen a mis en place le blocus contre les sionistes. Et si les expéditions depuis la Turquie et l'Égypte s'arrêtent, la grande majorité des produits entrant en Israël arrivent par des navires en provenance des ports égyptiens et turcs. Donc vous savez, Erdogan parle, mais il cache en réalité le fait qu'il fait ce travail. Et c'est similaire avec les Émiratis. Les accords d'Abraham, ou la reddition d'Abraham, ou la reddition sioniste, cela dure depuis 1948 avec ces régimes. Et ils collaborent en fait depuis longtemps. Les Saoudiens, par exemple, collaborent avec les sionistes depuis les années 1930 et avec les Britanniques avant eux depuis 1911 ou 1910. Donc cela remonte très très loin. Alors ne croyez rien de ce que vous entendez de la part de ces régimes. Regardez leurs actions et vous verrez la vérité. Et vous ne serez pas confus. Il y a quelque chose en moi qui souhaite vraiment qu'Israël attaque ces pays pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont rien face à Israël et à son armée. Et ils devraient, à mon avis, être reconnaissants envers la résistance qui défend la région. Et on ne voit pas cela se produire. Je ne sais pas si les personnes au pouvoir dans ces pays le comprennent. Est-ce qu'ils le comprennent? Est-ce qu'ils n'en parlent pas? Ou est-ce qu'ils ne croient tout simplement pas à un tel argument? Eh bien, il y a deux aspects. D'abord, beaucoup d'entre eux sont analphabètes. D'accord? Et ils sont, vous savez, que peut-on dire? Ils sont drogués, alcooliques et pédophiles, puisque leurs manipulateurs les rendent ainsi dès le début de leur vie. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est que nous parlions justement de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas est le modèle pour ses dirigeants. Demain, si Israël attaque la Jordanie, le roi de Jordanie ne fera rien de mieux qu'Abbas. Il regardera en fait son pays se faire envahir et pleurera ici ou là devant l'ONU ou ailleurs, mais collaborera en coulisses tant qu'on lui verse son salaire. Vous savez, le roi d'Arabie Saoudite au début des années 1900 et le roi des Hachémites recevaient des salaires directs du gouvernement britannique, en fait, de leur bureau de renseignement en Inde, à la Compagnie des Indes orientales. Et il y a des lettres de ces rois se plaignant que leur salaire n'est pas suffisant. J'ai plus de femmes et plus d'enfants maintenant. Envoyez-moi plus d'argent. Ces lettres sont dans les archives, accessibles à ceux qui veulent les consulter.
Donc oui, si les Israéliens occupent l'Arabie saoudite, ce sera exactement la même chose. Ils ne s'en soucieront pas. Ils ne se battront pas. Ils feront semblant d'être trop faibles pour se battre et pleureront ici et là, tant qu'ils resteront inutilement au pouvoir comme Mahmoud Abbas, tant que l'argent pour leur drogue, leur alcool et les femmes continuera d'arriver d'Ukraine et de Lettonie pour leurs propres îles à la Epstein qu'ils possèdent. Tout cela leur convient parfaitement. Ils ne se soucient pas de leur propre peuple. Ils ne se sont jamais souciés de leur peuple. Ils ne cherchent même pas à s'améliorer eux-mêmes. Ils pensent avoir atteint le maximum possible dans ces réalités impérialistes dans lesquelles ils vivent. Donc non, ils savent que leur sort est semblable à celui de Mahmoud Abbas en Cisjordanie. Même s'il a tout fait, même s'il a embrassé la main et accompli tout ce qu'on attendait de lui, il y a maintenant un plan pour désarmer ses forces de sécurité. Il est assiégé à Ramallah. Il ne peut pas quitter la Cisjordanie par avion parce que le maître a dit « tu ne peux plus bouger ». Et il voit la terre se faire piller. Eh bien, tant que les salaires vont à ses enfants à Montréal, l'argent de l'autorité palestinienne va toujours à son fils à Montréal et à son autre fils à Paris. Il est content. Il est en fait à la fin de sa vie. Il a presque 90 ans. Il se fiche de ce qui arrive à la Palestine tant que l'argent est détourné. Et c'est la même chose pour tous ces rois et familles royales du monde arabe, même l'Égypte elle-même. Sisi va vendre. Sisi a vendu des îles, les îles les plus stratégiques de l'Égypte, à l'embouchure du golfe d'Aqaba, situées entre la pointe de la péninsule du Sinaï et l'Arabie saoudite, que Nasser, Gamal Abdel Nasser, avait justement combattu pour les libérer, et qu'il utilisait pour bloquer les Israéliens et le port d'Eilat à la Belle Époque. Ils les ont vendus sans en discuter avec le peuple, sans les soumettre au Parlement. Ils les ont vendus aux Saoudiens. Ainsi, les Saoudiens ont maintenant aidé les Israéliens à avoir une base là, à l'embouchure du golfe d'Aqaba, un point si stratégique. Donc oui, Sisi vendra son propre pays si les Israéliens le lui demandent. Merci beaucoup, Laith. Je sais que tu es très fatigué aujourd'hui. Tu as beaucoup travaillé. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Merci Nima, et j'espère qu'on se verra la semaine prochaine. J'apprécie tout le temps que tu me consacres. Oui, à bientôt.